à tous. Donc, je voudrais aujourd'hui essayer de proposer une utilisation de la grille du capital environnemental pour penser une étude de cas qui s'inscrit dans mon travail de thèse, une thèse en géographie qui porte de manière plus globale sur les discours liés au barrage dans une perspective un petit peu géohistorique. Donc, en introduction, je vais donner quelques éléments de cadrage, essayer d'expliquer pourquoi je me suis intéressée à la notion de capital environnemental et comment je l'ai comprise, pour ensuite présenter mon terrain d'étude, donc qui est le confluent du fleuve Rhône et de la rivière d'Ain, où était prévu au début des années 80 un grand projet de barrage, donc le dernier ou l'avant-dernier barrage sur le Rhône, et qui s'est soldé en 1990 par le classement du site et l'annulation du projet de barrage. Donc, pour moi, il s'agissait d'utiliser la notion du capital environnemental telle qu'elle a été définie par le laboratoire Géolab dans l'appel à contribution, comme l'ensemble des investissements dans un espace ou une ressource naturelle associée à une demande sociale. Donc, d'abord, cette notion m'intéressait pour observer l'évolution des formes d'investissement dans des espaces ou des ressources dites naturelles. Et elle m'intéressait aussi pour étudier la place grandissante du discours écologiste dans une géohistoire des cours d'eau. Donc, pour moi, la notion de capital environnemental ne renvoyait pas nécessairement à une forme d'investissement écologiste ou écologiste dans un espace ou dans une ressource. Et donc, j'ai plutôt entendu comme la multiplicité et une diversité de formes d'investissement. Pour étudier mon cas d'étude, j'ai aussi beaucoup utilisé la notion de controverse qui fait l'objet d'une littérature abondante et qui est en large partie l'œuvre de sociologues, et que j'ai préféré à la notion de conflit parce qu'il me semblait justement qu'avec la notion de controverse, on pouvait donc revenir sur une situation conflictuelle qui questionne des savoirs scientifiques et des savoirs techniques. Et avec cette notion, j'avais aussi l'impression qu'elle permettait d'interroger la production de territoires et de lieux. Donc, pour revenir rapidement sur mon terrain d'étude, que j'ai considéré comme étant, même avant la controverse, un capital environnemental. Donc, le confluent de l'Ain et du fleuve Rhône se situe à environ 10-15 km de la ville de Lyon, donc dans la direction nord-est. Et il s'agit d'un espace qui a été convoité dès le début des années 70 par différents aménageurs. Notamment, le site se trouve à proximité du site a été installée en 1972 la centrale nucléaire du Bugey, à côté de laquelle se trouve une zone industrielle gigantesque. Par ailleurs, le site a aussi été envisagé pour l'installation d'une raffinerie de pétrole au début des années 70, donc comme le montre l'extrait de l'article du Monde ici, et raffinerie qui s'est finalement pas installée sur ce site. Et par ailleurs, dès les années 70, ce site est investi par un ensemble d'acteurs, et en particulier par des écologistes et des naturalistes, parce qu'il est valorisé pour sa richesse environnementale. Notamment, le site était considéré comme, en tant que delta intérieur, comme un espace, une étape dans le parcours d'oiseaux migrateurs. Il était aussi considéré comme le refuge d'un oiseau que vous voyez projeté sur le PowerPoint, qui est la gorge bleue à miroir. Et enfin, vers le milieu des années 70, le site a aussi été investi par des scientifiques qui sont venus souligner sa richesse hydromorphologique et en particulier sa mobilité qui elle-même explique la diversité des habitats et des communautés présentes sur le site. Donc, après la crise pétrolière, la CNR, donc la Compagnie nationale du Rhône, décide de relancer l'aménagement du fleuve Rhône, qui s'était surtout concentré sur la partie basse, ou ce qu'on appelle le bas Rhône, donc de Lyon jusqu'à la Méditerranée. Et donc, il relance l'aménagement à partir donc, de la frontière suisse jusqu'à la ville de Lyon. Donc 3 barrages sont construits
entre la fin des années 70 et le début des années 80. Puis en 1980, la CNR lance l'enquête publique sur le barrage de Sobrena que vous voyez ici et le barrage de Loyette que j'ai encadré. Donc tout ça s'inscrit vraiment dans une sorte de construction d'un escalier hydraulique. Donc là, vous voyez aussi l'étendue du projet. Donc la construction d'un barrage sur la commune de Loyette, qui est une commune située dans l'Ain, puisque en rive droite du fleuve Rhône, on est dans le département de l'Ain, et une centrale hydroélectrique sur la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans. Donc dès le début des années 80, ce projet de barrage se heurte à un ensemble d'oppositions. Une partie d'entre elles sont des oppositions locales qui émanent donc de la commune d'Anton, qui est la commune située en Isère. Et cette opposition s'appuie essentiellement sur un argumentaire paysager qui s'inscrit en fait dans un esprit qu'aujourd'hui on qualifierait plus ou moins d'esprit NIMBY. Ensuite, la deuxième opposition émane plutôt des écologistes qui suivaient attentivement l'aménagement du fleuve Rhône et en particulier de la FRAPNA qui, au moment de la soumission du projet à enquête publique, construit une nouvelle association pour défendre le fleuve Rhône et la rivière d'Ain, donc qui s'appelle la CODERA. Et assez rapidement, ces écologistes parviennent à attirer l'attention du ministère de l'Environnement. Et cela conduit, donc 9 ans après le début de la controverse, au classement du site par le Premier ministre Michel Rocard, donc en décembre 1990. Donc pour moi, en fait, cette controverse atteste en quelque sorte d'un passage d'une valorisation d'un investissement économique dans un capital environnemental vers un investissement plutôt écologique, voire écologiste, dans un capital environnemental. Donc du coup, j'ai considéré cette controverse comme un moment de renversement, comme un moment de rupture. Donc, il s'agissait pour moi d'étudier les discours présents et passés portés par les acteurs de la controverse. Dans un deuxième temps, je me suis intéressée à la mémoire de la controverse et sa productivité sociale et spatiale. Et enfin, dans un dernier temps, j'ai essayé de me demander comment cette controverse pouvait s'inscrire dans une géohistoire plus globale des barrages. Et notamment, la question que je me suis posée au premier abord, c'était de savoir si cette controverse était venue modifier la gestion et l'aménagement d'un fleuve Rhône. Et si ce fleuve Rhône pouvait être donc considéré autrement que comme un capital environnemental à vocation économique. Donc pour revenir rapidement sur les matériaux et les méthodes déployées, donc le matériel principal, ça a été un corpus d'entretien semi-directif qui a été réalisé, donc entretiens qui ont été réalisés auprès de différents acteurs de la controverse. Ensuite, j'ai complété cette approche avec une approche des discours écrits, une exploration d'archives journalistiques et notamment l'exploration de l'ensemble des articles publiés dans Le Monde entre 1969 et 1991, non pas uniquement sur la controverse, mais véritablement sur l'ensemble du site de Loyette, enfin sur l'ensemble du site du Confluent. J'ai aussi exploré des archives locales, les archives de la commune d'Anton, des archives départementales, donc aux archives du département du Rhône, les archives des acteurs environnementalistes, donc de la FRAPNA, et enfin, et ça c'est un travail qui est encore en cours, les archives nationales, donc qui conservent une partie des archives du ministère de l'Environnement. Ma méthode, ça a été surtout d'analyser des discours dans une approche qui est pour l'instant avant tout qualitative, mais qui s'appuie sur notamment deux logiciels d'analyse des données textuelles, donc qui sont deux logiciels libres d'accès, d'un côté le logiciel TXM et de l'autre le logiciel IRAMUTAC. Donc en guise de résultat et de discussion, je voudrais poser l'idée selon laquelle peut-être avec cette controverse, est-ce qu'avec cette controverse, on construit au final un capital environnemental protégé ou un capital environnemental à protéger. Donc, avec
les articles du Monde, en fait, les articles du Monde nous montrent surtout une opposition entre des formes d'investissement économique et des formes d'investissement écologique, voire écologiste dans cet espace. Et cette figure donc, qui est basée sur le nombre d'occurrences des différents acteurs qui sont présents dans le corpus des articles du Monde nous montre que les trois acteurs principaux évoqués dans le journal Le Monde sont la Compagnie nationale du Rhône, donc l'aménageur, les écologistes et le ministère de l'Environnement. Les acteurs locaux de la controverse sont complètement effacés et par ailleurs l'argumentaire économique qui était pourtant présent parce que la rentabilité économique du projet a été contestée, n'est pas du tout avancé par le journal Le Monde. Donc c'est uniquement l'argumentaire écologique, voire écologiste, qui est mis en avant par le quotidien national. Ensuite, si l'on s'intéresse au discours présent sur cette controverse passée, on a l'impression peut-être que cette rupture, du moins que je me représentais, semble constituer une victoire environnementale presque liée au hasard. Tout d'abord parce que les personnes interrogées reviennent sur une certaine incertitude au moment de la controverse et une incertitude qui concerne les savoirs produits au cours de cette controverse. Comme le montre la première citation qui est extraite d'un entretien et qui vient nuancer l'idée selon laquelle la gorge bleue à miroir serait une espèce particulière et propre au site du confluent. Et par ailleurs, cette espèce avait été promue comme une espèce parapluie au cours de la controverse. Ensuite, deuxième chose qui vient nuancer cette idée d'un renversement, c'est que la controverse est souvent présentée comme, la combinaison d'initiatives individuelles qui se sont croisées mais sans véritablement se rencontrer au moment de la controverse. Et enfin, troisième raison pour laquelle on peut nuancer cette rupture ou ce renversement, c'est que le rôle des écologistes est reconnu par l'ensemble des personnes interrogées, mais il est parfois nuancé, y compris par les écologistes eux-mêmes, qui, comme le laisse voir notamment cette citation que vous ne voyez peut-être pas, mais donc qui est l'idée selon laquelle le renversement s'explique moins par la valorisation ou la reconnaissance d'un investissement environnementaliste dans le site, mais par un arbitrage politico-économique qui aurait eu lieu entre la CNR et les différents ministères concernés. Par ailleurs, cette idée de rupture peut aussi être nuancée, ou cette idée de construction d'un capital environnemental protégé peut être nuancée par la discrète valorisation du site, la discrète valorisation contemporaine du site du confluent et de ce site protégé. Donc, sur la commune d'Anton, donc c'est la commune où le site est le plus, où la protection du site est le plus mis en avant. Pourtant, il s'agit du site le moins fréquenté, puisque cette commune n'offre pas d'espace de baignade et très peu d'espace de promenade. Quelques panneaux viennent toutefois souligner la présence d'un site protégé. Vous pouvez voir donc ici les différents panneaux que j'ai relevés sur la commune d'Anton et en haut à gauche sur l'écran une installation qui symbolise le confluent de l'Ain et du Rhône. Mais ces différents panneaux, en fait, s'ils accordent une place importante aux richesses écologiques et à la particularité hydromorphologique du site, n'évoque pas du tout, passe sous silence même l'histoire en elle-même de cette protection, la mise en protection du site et surtout l'histoire de la controverse, alors même qu'il s'agit de la commune qui a le plus défendu le site du confluent. De l'autre côté de l'Ain, de l'autre côté du Rhône, donc dans l'Ain, où se fait d'ailleurs l'essentiel de la fréquentation du site. Donc cette fréquentation, on peut la décliner selon différents usages, à la fois un usage récréatif lié à la baignade, un usage plutôt lié à la chasse et ensuite un usage lié à l'observation de la nature. En fait, donc, la protection du site est encore plus discrète
on a quelques panneaux qui indiquent l'entrée dans un site classé, qui rappellent surtout les interdictions, mais qui ne font pas du tout état donc, de la richesse écologique. Il n'y a aucune information en fait sur ce site. Ensuite, autre raison pour laquelle on peut nuancer cette idée d'un site comme capital environnemental protégé, c'est que la controverse et l'histoire du site semblent oubliées par les acteurs même de la controverse. Il y a une certaine confusion concernant de nombreux points de la controverse, et notamment lorsque j'ai interviewé un acteur qui s'était fortement impliqué dans la controverse et qui s'était opposé au projet de barrage, puisque pour lui, la centrale hydroélectrique allait se trouver sur la commune de Loyette, donc la commune de Saint-Maurice-de-Gourdon, dans laquelle lui se situait, allait perdre une partie importante de ses meilleures terres agricoles, et par ailleurs, elle n'aurait eu qu'un très faible dédommagement économique par le biais de taxes professionnelles et de taxes foncières réduites, parce que c'est la commune où se trouve la centrale hydroélectrique qui bénéficie du plus de taxes foncières et de taxes professionnelles. Cependant, si on regarde le dossier d'enquête, on peut voir qu'en réalité, cette usine hydroélectrique était située et prévue sur la commune de Saint-Maurice-de-Gourdon, donc sur sa commune. Donc on a un décalage assez fort entre un certain nombre de témoignages et des données que j'ai pu relever en archives. Ce décalage peut sembler naturel dans la mesure où j'ai fait mes entretiens 30 ans après la controverse, mais qui malgré tout est étonnant sur certains points comme celui-ci. Ensuite, si l'oubli de la controverse est aussi fort, c'est peut-être aussi puisqu'il s'agit, à mon sens, d'une controverse incomplète. D'abord parce que les acteurs ont peiné, à mon sens, à construire un forum hybride ou un espace d'échange pour que l'ensemble des acteurs mettent en commun et construisent donc un projet pour cet espace. Et notamment donc, le document de travail que j'ai retrouvé à la FRAPNA, donc, qui a été construit rédigé par un militant de la CODERA, montre les liens ténus entre les différentes associations de protection du site, et donc entre la CODERA qui était donc rattachée à la FRAPNA, comme je vous disais, et l'association locale de la défense du site. Par ailleurs, au cours de la controverse, les porte-paroles du site, de la défense du site, sont aussi remis en cause, comme le montre cet extrait d'entretien, et cette sorte d'incompréhension entre les acteurs locaux et les acteurs qui défendent le site. Et enfin, le troisième élément qui confère un caractère peut-être incomplet à cette controverse, c'est que le site classé, la production de ce site classé vient créer une nouvelle controverse dans la controverse, parce que même des acteurs qui s'étaient opposés au projet de barrage s'opposent à la protection du site, qui est pourtant ce qui vient freiner donc, le projet de barrage. Donc il y a une sorte de paradoxe qui se dessine là, et donc, en gros, si une partie des acteurs locaux ne souhaite pas que la CNR investisse le capital environnemental qu'est le confluent dans une perspective économique, ils contestent sa transformation en un capital environnemental protégé. Donc, dans un dernier temps de cette discussion, je voudrais essayer de voir comment donc Loyette pourrait constituer, ou plutôt ne constituerait pas, un moment charnière dans la géohistoire, des barrages, en particulier dans la géohistoire du Rhône. En fait, à l'issue de mon travail, j'ai plutôt eu l'impression que cette controverse s'inscrivait dans des géohistoires différentes, des géohistoires individuelles, puisque pour chaque acteur de la controverse, elle signifiait quelque chose de différent. Et donc, dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment de production d'un capital environnemental protégé par l'ensemble des acteurs. Donc, pour conclure, l'étude même de cette controverse permet d'observer, à mon sens, un renversement entre deux modes d'investissement dans le capital environnemental que
que représente le confluent un-Rhône. Deux modes d'investissement qui se concurrençaient à la fin des années 70. Aujourd'hui, cependant, on peut dire que l'espace du confluent semble se situer bien loin peut-être des questions de capital. D'une part parce que la valorisation récréative de cet espace est tout sauf monétarisée, puisque malgré des initiatives de certains acteurs, il n'y a pas du tout eu de mise en tourisme du site ou de valorisation économique de ce capital environnemental. Et d'autre part, sa valorisation, son investissement actuel est très limité et limité à un ensemble d'acteurs initiés en quelque sorte à ce site. Par ailleurs, le confluent aujourd'hui laisse une sorte d'impression de friche, à mon sens, d'un capital environnemental en friche, voire peut-être au final, il ne s'agit plus d'un capital environnemental même, puisqu'il est désinvesti par les acteurs même qui s'étaient battus pour le sauver. Et par ailleurs, et enfin, je voudrais finir là-dessus, la mémoire et l'histoire du site est méconnue à l'échelle locale comme à l'échelle régionale et même à l'échelle nationale. Merci beaucoup.